La grande édition de la mi-journée. Vous faites bien de nous rejoindre. Tout de suite, la charpente. Planification de l'éducation sensible au genre. Les agents et cadres de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté sont en pleine session d'outillage financée via le projet PECIP. Cette session de formation vise entre autres l'intégration totale de l'approche genre de plan d'action opérationnel du sous-secteur. Conférence de Belém sur le changement climatique, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà plongé dans le préparatif. Dans ce journal, nous irons au ministère de la RDC de l'Environnement où la ministre Marine Yongue a échangé avec les ambassadeurs du groupe Interbailleur pour l'environnement et le changement climatique. Rattrapage de vaccination générale à RDC, l'opération débute dès la semaine prochaine à Kanonga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Sur place, l'heure est au dernier réglage. Sont concernés les nourrissons et enfants non sous-vaccinés ainsi que les femmes enceintes. Place au développement, ne nous quittez pas. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé une formation cruciale à Bandundu visant à renforcer les capacités de ses agents et cadres en matière de planification de l'éducation sensible au genre. L'objectif est clair, intégrer pleinement l'approche genre dans le plan d'action opérationnel du secteur éducatif, organisé par le secrétariat général à travers la direction d'études et de planification. Cette session rassemble des acteurs clés. Parmi eux, le PROVED et les chargés de planification des 3 provinces éducationnelles du Kwilu 1, 2 et 3. Durant 6 jours, ils seront outillés pour mieux aborder les questions de genre et lutter efficacement contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Le lancement officiel de cette formation a été effectué par Mme Romani Kilaba, ministre provinciale de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, au Kwilu, dans la salle des réunions des cadres et agents de l'éducation du Kwilu 1. Dans son discours, le directeur national de la direction d'études et de planification, M. Michel, a souligné l'importance capitale de cette initiative pour un système éducatif plus équitable. Au cœur de cette formation, il y a une mission fondamentale. La première, apprendre à analyser les inégalités de genre présentes dans notre système éducatif. Acquérir des outils pratiques pour intégrer les perspectives de genre dans toutes les phases de la planification, de la conception à l'évaluation. De renforcer nos compétences en matière de collecte et d'analyse des données sensibles au genre pour mieux comprendre et répondre aux besoins des femmes, des hommes, des filles et garçons. Au cours de cet atelier, les participants se pencheront sur l'identification des inégalités de genre les plus prégnantes au sein du système éducatif. Ils devront les caractériser par des données chiffrées et analyser l'évolution de ces disparités afin d'élaborer des solutions durables et définitives. C'est sur ces mots que je déclare lancer la formation sur la professionnalisation des humanités pédagogiques rénovées dans la province éducationnelle Kasaï. Chikapa, c'est jeudi matin. À l'Institut Chikunga, l'ambiance est solennelle. Autorités provinciales, enseignants, élèves et partenaires éducatifs sont réunis. Ces jours marquent un tournant majeur pour l'éducation au Kasaï. Le lancement officiel des humanités pédagogiques rénovées, le HPR. J'invite également les partenaires techniques et financiers, les autorités locales, les chefs d'établissement, les parents et la société civile à se joindre à cette dynamique. Ensemble, nous pouvons bâtir une école de qualité, inclusive et résiliente. Les enseignants saluent la qualité de la réforme reçue, mieux outillés. Ils se disent prêts à mettre en œuvre le HPR et à accompagner les élèves vers une éducation plus pertinente, plus pratique, plus humaine. Cette formation nous a vraiment édifiés du fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore de la pédagogie tout simplement par objectif, mais sinon nous sommes dans la phase de la pédagogie par compétence. Et cette innovation vraiment nous apporte un changement purement, comme nous disons, pratique. Vous savez, dans le temps, l'enseignant parlait, je disais qu'il était un journaliste. Mais aujourd'hui, l'enseignant n'a que 30% de communication et l'élève 70%. Voilà l'importance. Nous disons qu'aujourd'hui, l'enfant ne sera pas encore dans la théorie, il est purement dans la pratique. À Chikapa, la réforme n'est plus un concept,
elle devient réalité. Avec les méthodes interactives, les élèves sont placés au centre de leur éducation, contrairement à ce qui était avant, comme les fûts vides qu'il fallait remplir. Le HPR sont lancés et l'avenir de l'école congolaise s'écrit désormais autrement. Des centaines d'inspecteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Haut-Katanga 1 ont été mobilisés ce mercredi 17 septembre 2025 par l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangebizi dans la traditionnelle première réunion de l'année scolaire qui lui a permis de fixer le cap et d'insuffler une nouvelle dynamique pour l'année scolaire en cours. Sous sa direction, la réunion a débuté par un bilan sans concession de l'année scolaire précédente. L'IPP a examiné de manière critique la production pédagogique, identifiant les faiblesses et le point d'amélioration pour tous les cycles d'enseignement. Ces regards rétrospectifs s'est appuyé sur un tableau d'activités affichant des pourcentages considérables témoignant de l'ampleur du travail accompli. Nous avons d'abord jeté un regard sur les activités que nous avions menées l'année dernière, l'année scolaire 2024-2025. Une certaine autocritique des activités que nous avons menées pour détecter les faiblesses, lesquelles faiblesses sont transformées en défis qu'il faille relever pour l'année scolaire 2025-2026. C'est l'exercice que nous avons mené. Nos faiblesses, les transformer en défis à relever et en même temps prendre un engagement pour la mise en œuvre des réformes. De plus, il a rappelé aux inspecteurs leur rôle de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public et leur mission de lutte sans relâche contre les antivaleurs. Abordant le deuxième point du jour, l'IPP a officiellement annoncé que les inspecteurs auront la charge de mener une mission de contrôle du personnel administratif et enseignant du secteur public. Cette mission devra être réalisée avec la plus grande efficacité et efficience afin d'atteindre les objectifs fixés par l'autorité nationale, a-t-il souligné. Et enfin, c'est la gouvernance. La gouvernance qui signifie pilotage du système, qui signifie la gestion du système. Nous avons donné des informations précises quant au contrôle que les inspecteurs vont mener à partir déjà de ce matin, donc de ce jour, de cet après-midi, pour aller dans les écoles et les bureaux gestionnaires afin de détecter les personnes enseignantes payées, les personnes enseignantes non payées et les personnes enseignantes NU, que ce soit dans les bureaux gestionnaires ou que ce soit au niveau des écoles. Cette traditionnelle réunion a été marquée par la présence de tous les adjoints de l'IPP, le chef de poule, ainsi que les inspecteurs exploitants et itinérants, y compris ceux venant de l'intérieur de la province. Un signe fort de mobilisation et d'engagement pour une année scolaire réussie. En visite à Kalemi, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a donné le coup d'envoi de plusieurs chantiers visant les décollages économiques du Tanganyika. Depuis la place Lubongo, elle a lancé symboliquement aux commandes d'une pelleteuse les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba, artère vitale, longue de 12,5 km, connectée aux routes nationales et essentielles pour l'approvisionnement des provinces voisines, ainsi que pour le tourisme du lac Tanganyika. La chef du gouvernement a également inspecté les ports internationaux de Kalemi, aujourd'hui affaiblis par la montée des eaux du lac. Elle a annoncé les débuts imminents des travaux de modernisation et financés dans le cadre d'un partenariat public-privé avec une firme chinoise pour un coût estimé à plus de 70 millions de dollars. Infrastructures routières et portuaires, des investissements stratégiques pour relancer l'économie locale, renforcer les échanges régionaux et offrir des nouvelles perspectives aux populations du Tanganyika. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mozito, a reçu ce mercredi 17 septembre l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, pour une visite de courtoisie à forte portée politique. Objectif, renforcer la coopération bilatérale en matière de gouvernance budgétaire et financière. La diplomate belge a salué les efforts du gouvernement congolais dans l'élaboration du budget 2026, soulignant l'importance d'un cadre budgétaire ambitieux et réaliste.
C'était aussi l'occasion d'échanger avec lui sur l'élaboration du budget, puisqu'on sait que la session parlementaire vient de s'ouvrir et devra débattre sur le budget pour l'année prochaine. Quelles sont les priorités budgétaires? Comment le ministre voit-il l'importance de ce budget qui est ambitieux? Et puis aussi aborder ensemble les programmes de coopération de la Belgique. Donc la Belgique est très investie dans l'accompagnement des réformes pour la gouvernance budgétaire et financière. Nous avons des experts qui sont présents au sein du comité des réformes financières et donc qui appuient aussi au niveau de l'élaboration du budget. Et donc je voulais échanger avec le ministre à ce sujet. Le vice-premier ministre a remercié la Belgique pour son engagement constant, appelant à un partenariat encore plus renforcé dans les domaines de l'énergie, des investissements miniers et de la sécurité à l'est du pays. La Belgique, partenaire historique de la République démocratique du Congo, appuie plusieurs programmes en matière de gestion des finances publiques. Adolphe Muzito a une fois de plus rappelé son ambition de doter la RDC d'un budget crédible, conforme à la vision du président Félix Tshisekedi, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. Transparence, efficacité et mobilisation de ressources internes, voilà les annexes d'un processus budgétaire rigoureux que le vice-premier ministre attend conduire avec l'appui des partenaires internationaux. C'est un échelon supplémentaire et décisif qu'a eu, jeudi, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Dembo, avec les ambassadeurs membres du groupe Interbailleur pour l'environnement et le changement climatique. Ces structures étant renforcé les discussions avec la ministre en vue de l'harmonisation des positions. Étant donné que la République démocratique du Congo, pays solution, demeure les leaders des pays du bassin du Congo et interlocuteur des premiers plans pour le compte de la lutte contre le changement climatique au niveau planétaire. La ministre Nyange a clairement exprimé les attentes du pays qui s'est engagé de faire profiter aux populations locales le bénéfice généré par les ressources nationales de l'écosystème unique de la RDC. L'ambassadeur de la République fédérale d'Amman à Kinshasa, Ango Hubert, président de la délégation et au nom de l'Assemblée des membres présents, a fait savoir les caractères particuliers de leur démarche auprès de la représentante de l'environnement congolais. La discussion a porté sur la conférence sur le climat COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil et les aspects techniques et financiers par lesquels JBEC peut contribuer aux efforts du gouvernement congolais pour préserver la forêt du bassin du Congo, tout en incluant les besoins de la population. Cette dynamique entre le JBEC et la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat conduira à une planification incluant la préservation de l'environnement et l'inclusion des populations locales. Bien lancé pour concrétiser le noble vision du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marie Nyange Ndambo, forte de son expertise en forêt, s'aligne pour relever le défi environnemental considérable du pays. Vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, Gédéon Mataba, a évoqué le 18 septembre dernier avec la ministre d'État en charge de l'environnement, développement durable et nouvelle économie, Marie Nyange Ndambo. Plusieurs préoccupations liées au contexte de l'environnement et au développement de la province ont été abordées. Civilité obligée, le député provincial a présenté ses félicitations à la nouvelle ministre qui marque tout l'honneur de leur entité provinciale au gouvernement de la République. Concernant la question du crédit carbone, les élus provinciaux ont clairement sollicité que le Kasaï puisse en tirer de bénéfices conséquents pour les populations du territoire. Très respective et déjà engagée à matérialiser le nombreux défis et attentes du secteur, la ministre Marie Nyange a réaffirmé sa volonté. Elle-même, ressortissante de la province du Kasaï, a déployé toute la technicité qui s'impose pour le nécessaire recommandé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député provincial est revenu sur la préoccupation de la réhabilitation du port d'Ilebo, infrastructure d'envergure nationale, qui constitue quasiment le levier capital d'un développement durable évident local. Marie Nyange Ndambo a pris bonne note de sujets et requêtes des élus de la province du Kasaï avant de leur prodiguer des conseils utiles à la cohésion des consciences afin de travailler pour l'intérêt commun.
Aussi, les collectifs des députés provinciaux ont promis de soutenir les efforts du gouvernement dans le programme et projet du ministère de l'Environnement contre la déforestation. Cet échange entre la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat et les collectifs des députés provinciaux du Kasaï est une ouverte pour une collaboration fructueuse qui va se poursuivre. Le ministère de la Santé publique s'est mobilisé pour humaniser les soins à Kinshasa. Suite au décès tragique de Madame Divine Kumasamba, le ministre Samuel Roger Kamba a réuni tous les directeurs d'hôpitaux pour rappeler que l'urgence prime sur toute considération financière. Chaque établissement devra désormais disposer d'une marge pour les cas critiques, tandis qu'une taxe de 2% sur le produit importé financera l'amélioration des infrastructures et des services. Le ministère lance également un programme de formation de 200 professionnels au Maroc, appuyé par 50 équipes mobilisées équipées de 150 motos et 65 ambulances pour renforcer le soin préhospitalier. Séance tenante, le ministre Samuel Roger Kamba a annoncé la signature d'un arrêté ministériel interdisant les refus de soins aux patients critiques et un numéro d'urgence 151 permettra de signaler toute situation urgente. On ne peut pas laisser nos populations dans cette situation, nous sommes tous d'accord. Nous avons nos problèmes, on va les arranger, mais notre déontologie, notre serment d'Hippocrate, notre organisation, notre besoin de rendre service, même si on est privé, doit être notre leitmotiv. Et donc pour cela, je voulais tous vous informer et signer d'abord devant vous un arrêté qui va être publié, qui interdit à toute structure de soins de refuser les soins critiques à une personne qui en a besoin. À l'issue de cette séance de travail, les directeurs d'hôpitaux ont salué l'initiative et assuré leur engagement à appliquer ces mesures. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a démontré de manière assez claire son engagement et sa détermination en signant l'arrêté faisant obligation de donner des soins aux personnes qui arrivent en situation d'urgence critique. Et ça, c'est une excellente avancée pour la République. Je crois que si on met tous ensemble ce que le ministre et son cabinet et ses collaborateurs vont mettre en place, et nous avec les gestionnaires des hôpitaux, si on se met tous ensemble, je crois qu'on pourra améliorer les choses au niveau de notre population. Avec 240 centres de santé prêts à être inaugurés, le gouvernement réaffirme sa volonté de placer la santé des Congolais au cœur du développement national. Tous les enfants congolais doivent être vaccinés. Avec 23 heures de santé, la zone de Kananga est la plus grande de la province du Kasaï central. La majeure partie de son territoire est rurale, c'est ce qui complique l'accès aux enfants et pénalise la couverture vaccinale. La zone de santé de Kananga n'est pas totalement urbaine, comme on le pense. Elle a une partie rurale, donc une partie assez éloignée du bureau central. Donc il nous faut des moyens pour y arriver. Donc ce grand rattrapage nous donne l'occasion et les moyens pour arriver jusque là où parfois dans la routine on a du mal à arriver. Donc tous les enfants seront concernés. C'est un défi de taille pour nos vaccinateurs, a souligné la docteure Konchi, consciente que ces facteurs contribuent à laisser de nombreux enfants sans protection. Mais la zone de santé de Kananga fait partie des zones qui ne sont pas assez appuyées. Alors, nous avons une grande zone qui a une partie urbaine et une partie rurale. Nous avons une grande population, mais sans ces moyens-là, nous ne pouvons pas arriver à bien faire notre travail. Parce que parfois, il faut parcourir 100 km. Si vous allez à Mujimbi, vous avez aller-retour plus de 100 km que vous parcourez. Et même pour le superviser, ce n'est pas un jour. Vous ne pouvez pas faire un aller-retour. Mais par faute de moyens, par faute d'appui, la zone de santé, parfois, se retrouve que le travail qui devait être bien fait à fond,
se retrouve être fait parfois à moitié. Avant les déploiements sur terrain, une réunion de mise au point a eu lieu entre le médecin chef de zone et l'infirmier superviseur pour s'assurer que tout est en place pour le succès de cette première phase. Et, demain, ces relais communautaires qui seront briefés doivent être sur terrain. Malgré que les campagnes régulières soutenues par des partenaires comme l'UNICEF, la zone de santé de Kananga lance un appel urgent. Elle sollicite un appui financier permanent pour surmonter les obstacles logistiques et matériels essentiels afin de garantir que tout enfant de la région soit protégé contre les maladies évitables par la vaccination. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. Merci de votre attention soutenue. Dieu procure la PRDC.